Nous sommes en août 1989. Un groupe de jeunes aventuriers part au Pérou pour naviguer sur le Marañón, une source de l'Amazone. Mais parmi le groupe de rafteurs, seuls 2 vont revenir en vie. L'un d'eux, c'est Pascal Moreno. Alors que s'est-il passé là-bas ? Pascal Moreno a écrit l'ouvrage « Le mythe assassin », une enquête qui lui a permis de revenir sur ce terrible drame. C'est en quelque sorte son carnet de voyage aux éditions Le Lys Bleu. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des Aventuriers, lafabriqueaudio.com. C'est une soirée on va dire une soirée de septembre, en fin de saison, un peu tristounette, sur le bord du Gave de Pau. Et à ce moment, mon ami me précise qu'il va recevoir un jeune homme qui a comme objectif de descendre et de descendre sur près de 1000 km, ce qui est considéré à ce moment-là comme la source de l'Amazone. Cette source étant le Marañón, il faut savoir qu'aujourd'hui elle a évolué puisque ce n'est plus le Marañón qui est considéré comme la source, mais à cette époque c'était véritablement le début de ce fleuve majestueux. Alors cet homme-là, il s'appelle Bruno, en tout cas c'est comme ça que tu vas l'appeler dans ton ouvrage, parce que tu as changé l'ensemble des prénoms pour respecter l'identité de chacun. Qu'est-ce qu'il va te dire, ce Bruno, sur l'expédition qu'il s'apprête à mener d'ici quelques semaines ? Avant tout, il va nous parler de la rivière reine et qui est l'Amazone, et aujourd'hui le plus grand fleuve au monde, qui représente environ 1/5 du débit d'eau douce au monde. C'est comme pour un montagnard affronter l'Everest, c'est vraiment le Graal. J'ai retrouvé un petit peu dans la littérature plusieurs écrivains qui ont écrit justement sur cette rivière. C'est une rivière tumultueuse et puis surtout inconnue, puisqu'elle franchit des canyons qui ont été inexplorés, si ce n'est juste pendant l'entre-deux-guerres, par un Allemand, Herbert Reitlinger, qui a navigué une 20aine de kilomètres. Il a failli laisser la vie d'ailleurs, dans des conditions un petit peu limite pour cette époque. Donc vous êtes là dans cette soirée en train de parler d'aventure, de parler du Marañón, de cette éventuelle future expédition. Qu'est-ce que tu entrevois chez lui, chez ce Bruno ? Dans son discours, il est quand même assez structuré, parce que il va proposer comme une expédition avec une équipe structurée. Il nous précise que il y aura une équipe médicale, des techniciens de la navigation, et puis des gens des médias, notamment un film qui devrait être fait et qui devrait être porté par une chaîne de télévision. Donc, si je comprends bien, c'est une équipe qui est en train de se mettre en place, une équipe de combien de personnes ? 10 personnes avec plusieurs embarcations, donc la possibilité aussi d'assurer la sécurité, je dirais, sur la navigation. Une équipe médicale pour ce projet, on l'a compris, une équipe de télé également. Et puis alors côté aventurier, il recherche qui finalement comme aventurier, ce Bruno ? Il venait rechercher essentiellement des guides. Des guides de rivière, des professionnels de la rivière, et c'était la raison pour laquelle il avait pris contact avec mon ami Mathias. En ce qui me concerne, j'ai pris un temps avant de prendre ma décision, puisqu'il me l'a proposé effectivement, mais j'ai pris un temps puisque j'étais moi-même fonctionnaire d'État. Il était un peu difficile de me mettre en disponibilité, donc j'ai dû négocier. D'autre part, c'est vrai que le financement n'a pas été ce qui était prévu à l'origine, donc le chef d'expédition a été contraint de réduire la voilure en personnel. Donc, au lieu de partir à 11 ou 12, vous vous retrouvez à 5 dans cette aventure, c'est ça ?
Tout à fait, 5 avec 2 embarcations et essentiellement des gens de la rivière. Donc, et lui devait assurer, je dirais, la couverture médiatique de cette expédition. Concernant le film, les financements n'étant pas là, il avait été annulé. Quand on est aventurier comme toi, Pascal, tu n'en étais pas à ta première aventure, qu'est-ce qu'on vient rechercher chez un chef de projet, un chef d'aventure, un chef d'expédition comme Bruno ? Mais d'abord, quelqu'un de structuré qui a étudié l'environnement dans lequel on va se poser, quelqu'un qui est capable aussi de manager une équipe, quelqu'un qui va être capable de dire non, d'arrêter la machine si le danger est vraiment trop présent. Pascal, toi, au moment de l'aventure, tu es jeune, tu as 30 ans, mais les autres coéquipiers, ils sont encore plus jeunes que toi. Complètement. Dans le groupe, je suis le plus âgé, donc pour Mathias, mon ami qui va participer, au recrutement des guides, je vais être celui qui va essayer de poser l'équipe et qui va essayer d'aider à prendre des décisions, les décisions les plus judicieuses au niveau de la sécurité, sachant que, comme tous, personnellement, j'ai envie d'assurer cette expédition jusqu'à son terme. Le défi est donc lancé. Dans ton livre, Pascal, tu parles d'un projet insensé et magique. Pourquoi insensé ? Pourquoi magique ? Alors, insensé parce que on va naviguer une rivière donc inconnue avec des dangers qui vraisemblablement vont être relativement importants. L'Amazone, ça reste quand même un lieu magique assez peu connu. Et entouré de tout un tas de légendes et d'histoires. Donc c'est ce côté magique qui va aussi m'attirer. Allez, c'est parti, c'est le jour du départ. Sauf que ce jour-là, il y a un changement et de taille. L'un des équipiers n'a pas pu venir. Finalement, c'est François qui vous rejoint au pied levé et qui vient donc faire un remplacement de dernière minute. Ça se fait ça dans le monde de l'aventure, de changer des équipes au dernier moment ? De préférence non, bien sûr, mais dans le cas présent, il fallait absolument compléter l'équipe puisque on avait prévu 2 embarcations, une technique de navigation un petit peu particulière qui nécessitait quand même la présence au moins de 2 à 3 équipiers par embarcation. Donc le chef d'expédition était dans l'obligation de recruter au plus tôt un guide qu'il est allé chercher sur les cours d'eau des Alpes. Alors la première fois que tu rencontres François, en tout cas c'est comme ça que tu l'appelles dans ton ouvrage, au premier abord, il éveille ta sympathie ou pas vraiment ? Ah, pas exactement, c'est le petit jeune qui va nous faire des remarques et des réflexions souvent désobligeantes, et je dois dire que j'apprécie pas forcément, ça met pas forcément une ambiance des plus sereines dans l'équipe. Atterrissage au Pérou, arrivé à Lima, et là vous êtes aussitôt plongé dans une ambiance lourde qui règne dans le pays avec de nombreux militaires dans les rues. Il se passe quoi à ce moment-là au Pérou ? Alors, le Pérou est dans un état, je dirais, quasiment de guerre civile, puisque on peut observer la montée de la subversion, la subversion qui a été pilotée à l'époque par ce qu'on appelait le groupe des Sentiers Lumineux, et du MRTA, Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru, qui était juste à la limite de faire basculer l'État à ce moment-là. Donc la ville, notre première entrée dans Lima, était un peu particulière parce qu'on découvrait vraiment une ville en guerre. Les attentats sur les sites stratégiques aussi, les bombes sur les sites stratégiques, les impacts de balles sur les murs, etc., etc. Et ça, pour nous, c'était du cinéma. Et heureusement qu'à notre arrivée, j'avais une amie péruvienne que j'avais rencontrée à Toulouse et qui nous a reçus, je dirais, à l'aéroport avec son compagnon et qui nous a guidés sur nos premiers pas en nous expliquant un petit peu ce qui se passait dans cette ville.
L'arrivée est assez compliquée, je dirais, pour votre groupe, parce que vous devez faire des papiers administratifs, on ne veut pas vous rendre votre matériel, vous avez beaucoup de matos, vous devez le récupérer absolument, et ça met des premières tensions dans le groupe. Complètement, et ça, là aussi, dans notre logique occidentale, nous imaginions pas toute cette corruption et tous ces problèmes qui pouvaient se présenter à nous. Pour nous, dans notre démarche, on devait sortir de l'aéroport avec notre matériel sans aucun problème. Et là, ça a duré près d'une semaine en allant chercher des avocats, en mettant la pression, puis surtout, à la fin, en étant aidé par le ministère du Tourisme et par une personne du ministère du Tourisme qui nous a permis de sortir notre matériel et de nous sortir de cette impasse. Ce premier moment de tension dans le groupe te permet d'observer les attitudes des uns et des autres. Il y en a un que tu observes, c'est Bruno qui semble avoir quelques attitudes violentes. Et alors il y a une personnalité qui semble garder, elle, son sang-froid en toute situation, c'est Léo. Et alors tu vas te confier à lui sur Bruno, sur ses emportements ? Complètement. J'ai tout de suite pensé qu'il me fallait attirer l'ensemble de l'équipe pour nous opposer un petit peu à cette violence et à cette fougue, qui se traduisait par de la violence de la part de Bruno. Donc j'ai essayé de m'attirer un petit peu l'attention de l'ensemble de l'équipe pour essayer d'apaiser et surtout éviter la prise de risque, parce que je sentais vraiment que l'environnement était dangereux. Ça y est, après quelques semaines de galère, vous avez enfin récupéré votre matériel. C'est parti, l'aventure commence. Vous embarquez dans un 4x4, c'est Ricardo qui va conduire ce 4x4. Vous vous mettez en route et direction donc le Marañón. Complètement. Alors le départ s'est fait quasiment de nuit, puisque dès que nous avons récupéré le matériel, pour nous, il fallait que l'on parte le plus vite possible et qu'on quitte cette ville qui nous semblait très dangereuse. Le problème, c'est que à l'extérieur, nous avons rencontré d'abord une série de contrôles militaires qui ont fait monter encore un cran, je dirais, dans cette tension. Et puis ensuite, ça a été l'accès à la cordillère pour rejoindre le camp de base. Alors nous sommes arrêtés dans un village on va dire, oui, c'est une milice, mais surtout c'est un groupe qui vient de célébrer une espèce de fête et un des hommes du groupe transporte une tête de taureau qui vient d'être tranchée, le taureau étant le symbole, je dirais, de l'envahisseur espagnol, et avec cette tête de taureau, il vient percuter notre 4x4. Et je sens effectivement que la bascule peut être très rapide et très violente. À plusieurs occasions, j'ai pu noter que ça pouvait très 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 vite mal tourner. Il se trouve aussi que nous étions accompagnés par un médecin qui connaissait un petit peu l'environnement, mais qui nous accompagnait que de façon très occasionnelle jusqu'à notre camp de base, et qui nous expliquait que c'était vraiment très 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 dangereux. Ricardo, le guide, va vous mettre en garde plusieurs fois sur les senderistas. N'oubliez jamais que nous sommes en pleine zone contrôlée par les sentiers lumineux qui sont partout. Ils sont dans les villages, ils sont dans les montagnes. Donc faites attention. Et alors ça fait bien rire Bruno qui va dire, je cite, « Vous commencez à me courir avec vos senderistas à la con. Foutez-moi la paix, je sais ce que j'ai à faire. » Il vit dans son monde. Sa seule préoccupation, et le seul monde dans lequel il vit, c'est la descente de cette rivière. Et point. Et il en reste là, quoi. En franchissant un lieu avec des habitations, on constate qu'on n'était pas forcément les bienvenus. Et ça, c'était, je dirais, la conséquence de cette ambiance un petit peu tendue, et puis de la présence de Blancs dans un environnement qui n'en avait quasiment jamais vu, quoi.
J'ai bien constaté, moi, que pour les habitants des villages, on était considérés comme des gringos. D'ailleurs, on nous appelait gringos. Les gens ne faisaient pas du tout la différence entre ce que pouvait être un Français, ce que pouvait être quelqu'un qui venait faire une expédition pour découvrir les sources de l'Amazone. Nous étions des gringos avec tout le côté négatif que ça pouvait entraîner. À ce moment-là, il y en a un qui commence à ralentir le groupe. C'est François, qui a le mal des montagnes sans doute, et qui s'arrête de plus en plus souvent pour vomir. Complètement. Nous allons accéder à une altitude relativement importante, puisqu'on passera proche de 4005, voire un peu plus. Donc, effectivement, là, ça commence à mal tourner pour lui. Et je sens que le reste de l'équipe, c'est-à-dire les trois autres, commencent à piétiner et à considérer que, en fait, c'est un boulet, quoi. Il est surtout là pour freiner l'expédition. Et connaissant les symptômes du mal aigu des montagnes, je pensais que ça pouvait très vite et très mal tourner. Bruno, lui, il est de plus en plus agacé de la situation, du fait d'être ralenti par François qui se sent mal. Et donc, à un moment donné, il va se redresser, il va lancer à l'ensemble du groupe d'un ton cassant: j'ai trop investi dans le projet, personne ne va m'empêcher d'aller jusqu'au bout, même si je dois me séparer de l'un d'entre nous, mort ou vif. Toi, tu réagis comment à cette phrase ? Je considère que le contexte lui fait dire des choses qui vont au-delà de sa pensée. J'ai toujours à ce moment-là l'espoir de le faire revenir dans le droit chemin et de lui expliquer, de lui faire comprendre que effectivement on a tous envie d'aller au bout de cette expédition, mais il est hors de question d'imaginer que l'un d'entre nous puisse y rester. Pour moi, c'est impossible. Je ferai tout ce que je pourrais pour faire arrêter cette expédition s'il le faut. Alors, dans mon esprit, pour moi, je souhaitais toujours aller au bout de cette expédition, d'autant plus qu'il me semblait que nous pouvions assurer la sécurité du groupe, puisque le fait d'avoir 2 bateaux était quand même une garantie de sécurité en cas de problème. Et là, tu vas te poser pour la première fois la question, je te cite dans ton livre: faut-il que je m'oppose physiquement à la folie de Bruno et des 2 autres, ou que je déclare simplement forfait en abandonnant le combat ? Cette décision, en fait, elle était parue évidente le jour où François était vraiment très très malade et qui pouvait plus bouger. À ce moment-là, lorsque j'ai vu l'ensemble, enfin les 3 autres nous laisser et nous préciser que il n'était pas possible de rester une journée de plus de façon à ce que François se repose. Là, j'ai bien compris que c'était plus possible. Pour moi, on avait franchi le Rubicon. On pouvait plus rester dans cet environnement. Je sentais vraiment que on risquait la vie de quelqu'un et il fallait absolument qu'on sorte de cette affaire, quitte à les laisser partir. Et puis, j'abandonnais le projet de ramener le groupe à de meilleurs principes. Pascal, toi, t'as vraiment pensé qu'il était vraiment très mal, François, et que éventuellement il allait y passer ? Oui, parce qu'il était vraiment particulièrement mal, d'autant qu'on n'avait plus rien pour le soigner. J'étais pas vraiment certain qu'il puisse s'en sortir. Donc je me suis posé tout un tas de questions, mais la réponse était simple. On pouvait pas avancer, on pouvait plus avancer dans ces conditions-là parce qu'il en était incapable. Donc pour moi, c'était de rester jusqu'à temps qu'il aille mieux, quitte à y passer quelques temps, quoi.
Finalement, la rupture est consommée. Ça y est, il y a désormais 2 équipes. Une première équipe qui continue l'expédition. Elle est menée par Bruno, le chef d'expédition. Et puis, il y a ton équipe à toi avec François. Vous avez décidé d'arrêter cette expédition, d'arrêter cette aventure et de regagner dans un premier temps Lima, puis la France. Le retour en France va se faire non sans grande difficulté. Il y a à nouveau des problèmes administratifs. Mais enfin, ça y est, vous réussissez au bout de quelques semaines à embarquer dans un avion. Retour donc en France et au bout de quelques semaines, nous sommes le 28 octobre. Toi, tu es dans un restaurant, Pascal, et on vient t'apporter une très mauvaise nouvelle qui va changer radicalement ta vie à jamais. Oui, complètement. Alors, en fait, c'est une amie qui m'appelle pour me préciser que une expédition française sur l'Amazone est portée disparue. Il y a quelques jours, au cours d'une halte dans une réserve à Guaruna, une dispute aurait éclaté entre les membres d'une expédition. Bruno Rossel, 28 ans, Léo Davroux, 25 ans, Patrick Muller, 24 ans, leur compagnon péruvien Edison Sanchez, 27 ans, étudiant en orographie, et les habitants de la communauté indienne. Cette dispute se serait achevée par le massacre des 4 jeunes gens. Pour commencer, c'est le doute. Enfin, je veux pas croire à cette version des faits. Et puis il y a un autre phénomène, c'est l'apparition dans le groupe d'un Péruvien. Je me pose la question parce que lorsque nous nous sommes quittés, ils étaient tous les 3. Donc pourquoi aurait-il récupéré quelqu'un? Alors bien sûr, on peut imaginer que quelqu'un pouvait les aider dans le cadre du guidage sur la rivière, mais il y avait trop de questions en suspens pour que je prenne l'information comme ça de façon brute. Il s'est passé quelque chose d'assez troublant, je dirais, à ce moment-là. Cette amie péruvienne qui nous avait accompagnés sur Lima, vivant à Toulouse, me précise qu'elle a un ami péruvien qui vient d'arriver donc sur Toulouse il y a peu de temps, qui vient visiter sa famille, etc., etc. Et elle me propose d'aller lui rendre visite. Et ce que nous faisons un samedi après-midi, nous nous y rendons. Et au moment où je rentre donc dans l'appartement et que je m'adresse à cette personne, il me dit effectivement, j'ai entendu parler de cette histoire, etc., etc. Et il me dit, mais comment s'appelle le Péruvien qui a accompagné votre ami? À ce moment-là, je lui ai donné le nom, Edison Sanchez. Et à ce moment-là, il me précise, alors c'est presque miraculeux parce que c'est un Péruvien à Toulouse, et il me précise que c'est en fait son ami d'enfance, ce qui paraît quasiment improbable. Et étant son ami d'enfance, il me dit, mais je vais t'accompagner pour savoir exactement ce qu'il en est. S'il y a des gens qui sont peut-être qui ont pu survivre, ou etc., etc. Je vais t'accompagner dans tes démarches de façon à peut-être aller plus loin. Néanmoins, je souhaite qu'on ne parle pas de moi parce que j'ai pas envie d'avoir des pressions sur Lima, etc., etc. Alors il se trouve que le fait de rencontrer cette personne qui est un ami d'enfance du Péruvien me permet de rentrer directement en contact avec les familles, la famille, je dirais, de ce Péruvien, ce que je fais directement par téléphone. L'un des frères me précise, il me dit qu'il nous donnera des informations à partir du moment où quelqu'un vient à Lima pour mettre en place une petite, une enquête. Donc nous partons dans cet objectif et savoir si on peut sauver quelqu'un. Je souhaitais quand même une protection de la part de notre diplomatie, et puis m'entourer quand même, même si c'était pas forcément évident, je dirais de la protection à la fois judiciaire et policière locale. Et nous avons souhaité refaire le trajet en interrogeant autour de nous. Ton enquête va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Au bout du compte, quel est ton regard sur la situation? Qu'est-ce qui s'est réellement passé d'après toi? Est-ce qu'il s'agit d'un assassinat? Alors,
D'abord, je dirais les raisons sont d'une part le vol, et puis sur cette région vivent ce qu'on appelle les Awahunas. Les Awahunas sont des Jivaros. Alors les Jivaros, comme tout le monde sait, sont des Indiens relativement belliqueux. Il y a des rumeurs qui vont arriver à tes oreilles, des rumeurs qui circulent dans tous les villages, surtout ceux du fin fond de la Cordillère des Andes. On raconte que, je cite, des gringos seraient venus à une époque dans la forêt pour massacrer des enfants et des vieillards afin de prélever leur sang et leur graisse. Alors effectivement, un vieux mythe indien qui raconte que, alors pour être très précis, c'est le mythe des Pishtacos, qui a évolué dans le temps, qui existait déjà à l'époque pré-Inca et Inca, puis ensuite, en fait, ces monstres, sont devenus les conquistadors, et puis il y a eu une transformation dans le temps, et un mythe qui a préexisté et qui existe toujours. Et donc, selon toi, Pascal, il y aurait un lien entre ce mythe qui circule dans la Cordillère des Andes et l'assassinat de tes coéquipiers? Cette suspicion de mythe, on aurait pris le groupe, et notamment le groupe des Français pour des Pishtacos, et que c'était l'occasion de les éliminer d'une part, et puis de récupérer leur matériel. Ensuite, dans le détail, j'ai pu détailler le déroulé et les dernières heures, où ils ont été appréhendés sur le bord d'une rivière, et là ils ont été massacrés. Alors séparés avec le Péruvien, mais aussi lui-même éliminé pour éviter d'avoir des témoins, quoi. De laisser des témoins. Il y a même un élément fort qui vient confirmer cette hypothèse de cet assassinat. On aurait vu, c'est une infirmière qui l'a raconté, flotter dans le Marañón des cadavres avec notamment des chevelures blondes. Complètement. Il faut savoir que des cadavres dans ces environnements, il y en a très 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 régulièrement. C'est pas. Mais celui-là était particulier parce qu'effectivement, avec une couleur de peau particulière et puis avec une chevelure particulière qui pouvait laisser croire que, en fait, on n'avait pas affaire à des Amérindiens, mais à des Blancs. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce que j'aurais fait quelque chose, est-ce que j'aurais dit quelque chose qui aurait pu faire basculer ? Mais avec le temps et surtout avec l'écriture de ce livre, je crois que je m'en suis sorti. Ça a été une façon de sortir un peu de cette impasse, et de comprendre qu'en fait, ça s'est fait parce que il y a tout un tas de circonstances qui se sont mises en place. Aujourd'hui, c'est vrai que je vois le livre comme quelque chose de complètement indépendant. Je m'en suis complètement détaché. Lui, François, il n'a pas eu ce besoin, comme tu l'as eu, de revenir sur les lieux du drame. Il n'a pas eu forcément cette culpabilité du survivant, d'après toi ? Alors lui, je pense que lui est allé loin quand même dans sa souffrance, et oui, bien sûr, il a très très mal vécu, je dirais, la réaction du groupe, et il a voulu occulter ce moment de vie. Alors il se trouve que je l'ai retrouvé il y a peu de temps, et effectivement, alors la relation est un peu bizarre parce qu'elle a complètement changé. J'ai plus affaire maintenant à ce jeune plein de remarques et de réflexions, je dirais désobligeantes, mais effectivement pour lui, ça reste un moment très 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 difficile qu'il a voulu occulter.
Dans ton livre, Le mythe assassin, tu dis que la descente du Marañón restera à jamais la pire expérience de ta vie, Pascal. Alors à la fois, j'ai envie de dire la pire, et paradoxalement, j'ai presque envie de dire que c'est les moments pour lesquels on s'est retrouvé avec un seul objectif, c'est-à-dire survivre, étaient presque les meilleurs de ma vie, parce que c'est vraiment des moments où l'objectif est simple, l'idée étant de survivre, on évite de se poser d'autres questions, quoi. Je veux dire, la vie est simple. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, c'était Les Aventuriers. On revient le mois prochain avec une nouvelle aventure. Merci à toi Pascal Moreno d'être venu nous raconter cette aventure. Le mythe assassin, c'est ton ouvrage aux éditions Le Lys Bleu, un ouvrage d'ailleurs que tu as mis quelques années à accoucher. Oui, mais effectivement, j'aime bien le terme accoucher parce que on s'est séparés maintenant. Les Aventuriers. Un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com